Donc je vais vous parler du programme de formation et d'éducation tout au long de la vie qui s'intitule à présent Erasmus+, et qui a été présenté donc au Conseil européen de Lisbonne en 2000 et qui a eu diverses déclinaisons avec le Conseil européen de Bologne et les Conseils européens de Copenhague. Donc il y a eu un Conseil européen extrêmement important en 2000 qui avait donc c'était le Conseil européen de Lisbonne, qui a décidé de faire de l'Union européenne la société de la connaissance la plus avancée, capable de rivaliser avec l'Amérique du Nord, le Japon et ce que vont devenir les pays émergents qu'on appelle BRICS maintenant, mais qu'on n'appelait pas à l'époque BRICS. Et donc à ce Conseil européen, ils se sont dit que la principale richesse de l'Union européenne et des pays de l'Union, c'était la connaissance, c'était tout le système éducatif et de formation qui a été développé depuis des siècles donc, en Europe. Et donc de ce Conseil européen, de cette directive et de cette projection dans l'avenir de tous les pays de l'Union, donc on était en 2000, on n'était pas encore au plus grand élargissement où il y a 10 pays de l'Union européenne qui allaient rentrer, des pays de l'Europe de l'Est. Et donc là, on mettait vraiment les bases, on était en période un petit peu de dynamisme économique, la bulle Internet n'avait pas encore explosé. Et donc du coup, on était vraiment très très motivés pour dire il faut vraiment passer à une autre étape et replacer l'Europe au centre, en tout cas, peut-être pas au centre du monde, mais en tout cas au même niveau, sur le même niveau qu'effectivement l'Amérique du Nord ou les autres pays avancés. Et donc il y a eu un Conseil européen à Bologne, et ce Conseil européen, donc c'était deux ans après, et le Conseil européen de Bologne a réuni des ministres de l'éducation, donc l'éducation nationale et enseignement supérieur, où on s'est dit que si les universités classiques, traditionnelles, voulaient survivre, il fallait vraiment que leur diplôme soit plus compréhensible sur le marché du travail. Parce que la grande différence entre l'université, en tout cas en France, l'université et les business schools, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, c'est que les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, elles forment très vite leurs étudiants à la pratique, avec des case studies, etc. Et on voit très bien quelles sont les compétences et c'est très identifié les diplômes sur le marché du travail par les employeurs. En revanche, à l'université, le grande critique qui a été faite, c'était de dire c'est beaucoup trop général, c'est beaucoup trop théorique, les employeurs ne se reconnaissent pas et ne savent pas du tout quelle est ni la valeur ni le contenu en fait des diplômes. Donc on a demandé, et en plus dans le cadre aussi d'une reconnaissance en fait mutuelle des diplômes, c'est-à-dire donc de la mobilité des étudiants d'un pays à l'autre, quand on allait passer dans le cadre d'un Erasmus 6 mois par exemple à l'étranger, il fallait forcément qu'on sache exactement quel était le contenu d'un diplôme. Donc on a demandé à chacune des universités, dans le cadre donc, du processus de Bologne, de traduire leur diplôme en termes de compétences, de contenu, bien sûr de ce qu'on faisait, de discipline, en volume d'heures, etc., et de compétences qui étaient induites et de débouchés professionnels. Et donc du coup là, tout le monde s'y est mis effectivement pour traduire à la fois en volume d'heures, en contenu, et puis en essayant d'avoir une sorte d'harmonisation en tout cas entre les universités, de façon à pouvoir favoriser les échanges, mais aussi que ce soit plus lisible sur le marché du travail. Et il y a une autre avancée qui a été faite, qui était le processus cette fois-ci de Copenhague, et cette fois-ci c'était tout donc après le processus de Bologne qui était encore très éducation nationale, et donc cette fois-ci à Bologne, ce sont les ministères de l'emploi, du travail, de la formation qui se sont réunis, et donc qui ont dit que effectivement, les diplômes et les certifications, c'était très important, c'est ce qu'on appelle les apprentissages formels, mais ce qu'il fallait surtout ne pas oublier, c'était tout ce qu'on appelait les apprentissages non formels et informels. Et ces apprentissages non formels et informels, c'est ce qu'on acquiert sur le marché, dans le monde du travail, donc pendant qu'on exerce une activité professionnelle, c'est ce qu'on acquiert aussi dans le cadre associatif, donc du bénévolat. Et donc en fait, pour faire le lien avec le projet Valoriser les acquis d'une expérience bénévole, on est exactement dans cette notion de dire qu'il y a des compétences effectivement formelles, mais il y a tout ce qui est les compétences hors l'école, les compétences buissonnières, pour reprendre l'expression de Bernard Netta, qui était un professeur du Conservatoire national des arts et métiers, et qu'il fallait à la fois identifier et valoriser de la même manière que tous ces apprentissages dits formels, de façon à ce que tout au long de sa vie, on puisse s'enrichir par une expérience, qu'elle soit formelle ou non formelle ou informelle. Et là, ça a mené donc tout au long des années 2000, et en 2006, il y a eu encore une avancée pour rendre les choses encore plus lisibles. On a publié les 8 compétences clés. Et donc dans les 8 compétences clés, c'est le Parlement européen, le Conseil européen, donc les chefs de gouvernement, et puis la Commission européenne, donc le bras armé du Conseil européen, qui ont publié donc ces 8 compétences clés. Et ces 8 compétences clés, elles regroupent les 4 compétences basiques, plus d'autres compétences qu'on appelle les métacompétences. Alors les compétences basiques, c'est la communication dans la langue maternelle,
Deuxième compétence, la communication en langues étrangères. Troisième compétence, c'est tout ce qui est compétences mathématiques et les compétences de base en sciences et en technologie. Et dernier type de compétences plus basiques, les compétences numériques. Et encore, ce n'était pas tellement basique puisque ça a été effectivement apporté par tous les Internet et toutes les compétences que les élèves ont pu développer. Alors là, vous connaissez déjà un petit peu les bases de ce qu'ont les évaluations dans le cadre des programmes d'évaluation PISA, où on évalue et on compare les compétences acquises à la fin de la scolarité obligatoire vers 15-16 ans. Et donc là, il y avait les compétences basiques. Et à ces compétences basiques, traditionnelles, disons, on a ajouté 4 autres compétences, plus métacompétences: apprendre à apprendre, la compétence d'apprendre à apprendre, les compétences sociales et civiques, et typiquement un bénévolat où on développe des compétences sociales et civiques, l'esprit d'initiative et d'entreprise. Et là, effectivement, ça ne s'acquiert pas, ça ne s'invente pas, ça se pratique, c'est sur le terrain qu'on l'acquiert. Et enfin, la sensibilité et l'expression culturelle, donc qui vient compléter en fait toutes ces compétences. Et donc ces 8 compétences clés forment un petit peu un objectif en fait à atteindre dans le cadre de ce vaste programme Former et éduquer tout au long de la vie. Et ce programme Former et éduquer tout au long de la vie, qui s'intitule depuis 2014 Erasmus+, avant il était décliné en 4 sous-programmes qui étaient Comenius, pour la scolarité de 6 ans à 16 ans, enfin jusqu'au baccalauréat, ce qu'on appelle l'enseignement scolaire, et donc qui proposait des outils, des stratégies pour l'enseignement donc de 6 à 18 ans jusqu'à baccalauréat. Le deuxième sous-programme, c'était Erasmus, qui est le plus connu, parce que c'était l'échange d'étudiants, c'est celui qui a le plus fonctionné. Et aux échanges d'étudiants est venu se greffer, se bien développer les échanges aussi d'enseignants. Troisième sous-programme, c'est Leonardo da Vinci. Et Leonardo da Vinci, c'est le programme qui doit avoir un lien avec l'enseignement professionnel et un lien avec le marché du travail. Donc il vient vraiment compléter les deux autres, parce que Erasmus, ça peut être évidemment la vocation d'un diplôme, c'est de pouvoir travailler, mais il n'y a pas forcément un lien direct avec le marché du travail. Et là, en revanche, Leonardo da Vinci, c'est tout ce qui était aussi mobilité, projet de mobilité ou grand projet, et le projet Valoriser les acquis d'une expérience bénévole était dans le cadre d'un Leonardo da Vinci, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment faire le lien avec le marché du travail. Et puis enfin, 4 types de sous-programmes, c'était Grundvik, c'est l'éducation permanente de 7 à 77 ans, et c'est toutes les universités par exemple populaires qui sont développées, c'était vraiment dans l'esprit de l'éducation populaire en fait, où on apprend tout au long de sa vie, et tout le monde peut apprendre, et tout le monde peut avoir accès à la culture et à la connaissance. Et donc en fait, ce programme européen, et donc là maintenant en 2014, on est à la 3e génération de programmes Former et éduquer tout au long de la vie. Donc le premier, ça a été de 2000 à 2006, et donc le projet Valoriser les acquis d'une expérience bénévole, ça faisait partie de cette première génération. Ensuite, on a une deuxième génération de 2007 à 2013, où là, on s'était fixé vraiment la stratégie à 2020, vraiment pouvoir se développer la croissance économique. Et là, on vient de commencer, donc 2014 à 2020, la 3e génération de programmes Former et éduquer tout au long de la vie. Et ce qu'on a appris là, c'est un petit peu, on a tiré un petit peu les conclusions de pas la croissance, mais la décroissance et la récession économique et la grande crise économique qu'a traversée l'Union européenne, où on s'est dit, on a confirmé qu'en fait, ce qui fait notre différence et ce qui fait notre richesse, c'est vraiment la connaissance, qu'il faut aller à fond et surtout rendre accessible aux peu qualifiés, aux moins qualifiés. Et un grand objectif a été de pouvoir remotiver et réengager surtout les jeunes, et en particulier dans tout ce qui est Erasmus+, plus enseignement scolaire, lutter contre le décrochage scolaire. Pour le Erasmus, c'était vraiment pouvoir rendre accessible l'enseignement supérieur à tous, et donc à des profils qui pouvaient être un petit peu hors, enfin qui n'étaient pas dans le profil type et traditionnel des étudiants. Dans l'Erasmus+, formation professionnelle, c'était vraiment développer, vraiment être axé sur ces compétences clés, là, l'esprit d'entreprise, les compétences sociales et civiques, tout dire effectivement qu'on a une approche qui doit être globale de la connaissance. Et la dernière, Erasmus+, enfin éducation permanente, à nouveau pouvoir dire personne ne doit être mis à côté, et c'est pas parce qu'on a fini sa vie professionnelle qu'on n'est pas utile à la société, et que le transfert de compétences peut se faire justement grâce précisément à ces projets qui peuvent être associatifs et qui peuvent être dans d'autres formes. Et donc ce qui était vraiment très important, c'est de dire qu'on est toujours dans la même logique. Alors maintenant, il n'y a plus qu'un nom,
il y a un grand humaniste, Erasmus, alors qu'on avait avant Comenius, on avait Erasmus, on avait Leonardo et on avait Grundtvig. On avait essayé de donner un maximum d'humanité, enfin d'humanistes qui venaient de tous les pays de l'Union. Et on s'est dit, bon, pour des raisons de simplification, de simplicité, et que ça passe plus, et comme le Erasmus c'est celui qui avait été le plus connu et qui a eu le plus de succès avec l'échange d'étudiants, on a donné qu'un nom, c'était donc Erasmus+, mais toujours garder en tête qu'on a quand même ces différentes étapes, enseignement scolaire, enseignement supérieur, enseignement professionnel, et puis enseignement tout au long de la vie, l'éducation permanente. Donc 14 ans après le Conseil européen de Lisbonne qui a vraiment posé les bases du programme Former éduquer tout au long de la vie et donc qui a permis de combiner l'approche formelle, le processus de Bologne et l'approche plus informelle et non formelle avec le processus de Copenhague, il y a eu une conférence qui s'est tenue à Rotterdam en avril 2014 à l'initiative de l'université hollandaise et qui a permis d'associer tous les spécialistes, tous les experts en matière de validation des acquis de l'expérience, donc qui inclut toutes ces notions formelles, non formelles et informelles, et en particulier le CEDEFOP, le Centre européen qui s'occupe justement de tout ce programme Former éduquer tout au long de la vie et qui est la référence, l'expertise de la Commission européenne en la matière, et qui a dit qu'effectivement il y avait de grandes avancées qui avaient été faites les 12 dernières années, 14 dernières années, sur tout ce qui était la valorisation, l'identification des apprentissages non formels et informels, et que maintenant il fallait se recentrer aussi sur les apprentissages formels et faire le lien entre ces apprentissages formels, non formels et informels, et en particulier un exemple très précis, par exemple sur la reconnaissance de diplômes acquis en dehors de l'Union européenne. Parce que si maintenant on reconnaît à peu près le contenu d'un diplôme d'un pays de l'Union européenne à l'autre, ce qui est très embêtant, c'est les étudiants étrangers qui ont des diplômes très développés, très spécialisés, très top niveau à l'étranger, qu'on ne reconnaît pas. Alors il y a une attestation unique NARIC, mais qui n'est pas une reconnaissance sur le fond, sur le contenu de leur diplôme, et donc un déclassement qui est quand même regrettable.